bienvenue dans l'heure du débat. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct au cœur du Salon de l'Agriculture pour l'émission du débat. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la nouvelle génération thématique cette année du Salon de l'Agriculture et de la MSA. Qui a dit que les jeunes ne voulaient pas s'engager? Qui a dit qu'on ne pouvait pas vivre une ruralité heureuse? Vous l'avez compris, on va parler de cette génération qui prend son avenir en main, cette génération pleine d'envie et qui ne demande qu'à s'impliquer et surtout qu'on lui fasse confiance. Avec nous, pour en parler, Jean-Paul Carteret, président de l'Association des maires ruraux de France. Bonjour. Bonjour. Bernard Simon, président du comité d'action sanitaire et sociale, président de la MSA Armorique et administrateur central. Bonjour. Bonjour. Thibaut Renaudin, président et cofondateur de l'association InSite, et Marilyn Eyerman, ancienne lauréate Appel à projet jeunes, directrice du programme Act for Impact by BNP Paribas. Bonjour Monsieur Renaudin et bonjour Marilyn. Bonjour. Un grand merci à vous d'être présent. Jean-Paul Carteret, on va commencer tout de suite. L'engagement des jeunes, on le sait, c'est le levier pour la cohésion sociale et surtout pour accroître l'activité des territoires ruraux. Pourtant, il y a un rapport, celui de l'Inspection générale interministérielle du secteur social, qui mentionne que seulement une commune sur 10 fait des jeunes une priorité. On commence directement, mais voilà, on comprend que ce n'est pas si simple. Vous allez nous expliquer ce qui bloque et comment on pourrait inverser cette tendance. C'est pas simple parce que pour vivre à la campagne, il faut des services. Pour les garder, il faut qu'ils puissent vivre. Et aujourd'hui, le problème des mobilités se pose régulièrement. L'éloignement avec les bourgs-centres aussi, parce que on est victime aujourd'hui de la métropolisation à outrance. On a concentré, après on a mis dans les petites villes de demain. Et aujourd'hui, d'une petite ville de demain à l'autre, il y a des endroits où il n'y a même plus de services, il n'y a plus rien. Et mon inquiétude, c'est de voir, comme la natalité est en baisse, c'est de voir bientôt même fermer des écoles. Et on se dit, mais qu'est-ce qui va attirer des jeunes ou qu'est-ce qui va les faire rester? Aujourd'hui, l'idée, c'est pas que de les faire venir, c'est de les faire rester. C'est qu'il y ait du travail pour eux, c'est qu'après, au-delà se pose le problème, je le disais, des mobilités. Comment ils se déplacent, alors, une fois, je crois qu'on en avait parlé, l'État a lancé l'aide au BAFA, par exemple. Moi, je dis que si on aide au permis, en contrepartie d'un BAFA, pourquoi pas? Ça peut être une façon d'accompagner les jeunes dans la structuration de leur avenir. Et je crois que s'il y a une priorité, je me tourne vers une jeune, c'est que les jeunes, il faut qu'ils aient le permis. Et quand on a, dans les plus petits villages, une naissance, 2 naissances par an, il est bien difficile d'organiser des choses par équipe. Et du coup, on ne peut que les attirer, mais il faut faire attention qu'ils ne disent pas « j'en ai marre, je ne veux pas aller avec les vieux ». Et ils ont envie de s'engager s'ils sont, je crois, plusieurs jeunes, pas un tout seul. Donc, sauf à être très attaché à sa commune, il y a une stimulation à faire sans doute. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je pourrais vous dire. Moi, on essaie d'attirer des jeunes dans nos conseils municipaux. Mais l'engagement, il n'y a pas que les jeunes qui ne s'engagent plus. J'entends les sapeurs-pompiers dire « plus personne ne veut être pompier ». J'entends les présidents d'associations qui ne trouvent pas quelqu'un pour leur succéder. Et pour les conseils municipaux, c'est la même chose. Pourtant, je peux témoigner qu'on se passionne. On se passionne et j'ai envie de dire aux jeunes « allez-y ». Mais allez-y parce que vous aimez les gens. N'y allez pas pour vous, allez-y parce que vous aimez les gens et que vous avez envie de les aider. C'est une façon d'entraîner des jeunes, quoi. Il faut les accompagner. On comprend à travers vos propos que la situation est quand même alarmante et qu'il faut un élan, qu'il faut des actions. Je me tourne vers vous, Bernard Simon. Vous avez du côté de la MSA engagé déjà depuis plusieurs années, on va parler de la PJ, un exemple concret pour donner cet élan, donner ce petit coup de pouce pour qu'on ait confiance. Racontez-nous. Oui, on parle de l'appel à projet jeunes. Donc effectivement, ça a été lancé en 1999 par le réseau des caisses MSA. Alors pourquoi les caisses MSA s'intéressent à l'engagement des jeunes en territoires ruraux? Parce que tout simplement, la MSA, dans ses missions, dans ce qui lui est
donné comme mission dans le cadre du Code rural, c'est aussi d'animer les territoires ruraux. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement un organisme de protection sociale, avoir une mission d'opérateur de la protection sociale, mais c'est aussi de contribuer à l'animation des territoires ruraux. Et donc l'idée lancée par nos prédécesseurs sur l'appel à projet jeunes, c'était justement d'aller chercher ces initiatives qui nous étaient mises en avant par nos délégués cantonaux, par les équipes des MSA, en disant là, dans tel ou tel village, il y a eu telle et telle initiative. Ce serait valorisant de la mettre en avant et de rappeler que les jeunes peuvent être aussi un terreau d'engagement sur les territoires. Donc c'était le point de départ et ça perdure et on a le plaisir d'avoir Marilyn qui en a profité. Et bien justement, Marilyn, vous êtes une ancienne lauréate de la PJ. Vous allez nous raconter cette histoire parce qu'elle est quand même extraordinaire et puis elle redonne le moral. Non, effectivement, du coup, moi j'ai grandi donc à la campagne dans un petit village qui s'appelle Château-Salin en Moselle. Et mes parents étaient agriculteurs, voilà, et aussi enseignants en lycée agricole. Et il y avait un paradoxe quand même quand on est jeune en milieu rural, c'est qu'on est à la fois proche du vivant, mais finalement très éloigné des centres de santé, des pôles d'activité, aussi de la culture. Et donc je me suis dit, mais comment est-ce que moi je peux aussi m'engager en fait, qu'est-ce que je peux faire aussi un peu pour les autres. Et j'ai vu en fait moi cet appel à projet finalement de la MSA. Et du coup c'est le tout premier, parce que je viens d'apprendre tout à l'heure que le tout premier a été lancé en 1999. Donc du coup j'ai participé à ce premier appel à projet et je me suis dit, tiens, nous on a envie, on était avec mon frère à l'époque et une amie, on avait envie de faire des choses, mais on savait pas tellement comment les faire. Peut-être répondons à cet appel à projet et puis on peut avoir peut-être un petit coup de pouce pour monter notre projet. Et en fait, nous, on s'était dit tout simplement, on a les personnes de la maison de retraite du village avec les écoliers, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les réunir. Et puis en plus, on parlait de l'intergénérationnel tout à l'heure, et en plus de ça, on avait un étang aussi dans notre village, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rendre un peu plus propre. Et donc on s'est dit, en fait, organisons une journée où on va mettre en relation tout le monde, on va inviter en fait vraiment les gens de la maison de retraite avec les écoliers pour créer cette journée dédiée en fait à l'environnement. Et on a répondu à l'appel à projet effectivement de la MSA, on a été lauréat et en fait ça nous a ouvert beaucoup de portes, ça a été un vrai coup de boost en fait, ça nous a complètement même donné des ailes parce que là on s'est dit en fait on a des gens qui nous écoutent, on a des gens qui trouvent ça génial ce qu'on fait alors que nous on s'était dit mince, notre idée elle a quand même rien de révolutionnaire, elle est quand même très simple, elle veut juste réunir les gens et on a eu un budget, un petit budget pour organiser cette journée et c'est devenu une association qui s'appelait H-O-D Espoir. Donc il y avait cette petite allusion avec le site de Corneille qu'on devait étudier à l'époque en cours, j'imagine, avec l'idée de relier en fait tout le monde. Et c'est vraiment important en fait, j'allais dire, ces coups de boost, ces mains tendues. On parlait aussi de l'aller vert parce que nous, derrière, ça a vraiment été un pilier de notre engagement bénévole et associatif par la suite. Moi, je suis bénévole depuis que j'ai 13 ans, en fait. On parlait aussi tout à l'heure du BAFA, notamment. Moi, ça m'a aussi donné envie de continuer, d'exercer aussi autrement mon bénévolat dans ma commune. Et je me suis engagée. La mairie m'a financé justement mon BAFA à l'époque et j'ai été du coup animatrice dans le centre aéré du coup de ma commune de Château-Salin pendant 4 ans. Je passais tous mes étés là-bas et en fait c'était un vrai plaisir aussi. On parlait qu'il faut aimer les gens en fait. C'était aussi une manière de rendre à l'autre parce qu'en fait la moitié des enfants du centre aéré ne partaient jamais en vacances et donc on a essayé de leur apporter aussi des choses un peu nouvelles, un peu différentes et de redonner un petit peu cette égalité des chances parce qu'en fait c'est ça qui est très prenant, c'est que l'égalité des chances en fait n'existe pas et donc cet appel à projet jeune permet en fait de se dire comment est-ce que je peux faire pour essayer de m'engager. Thibaut Renaudin, vous défendez aussi une ruralité heureuse, vous la revendiquez notamment avec INSIT. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez mis en place et qui fonctionne ? INSIT, on a mis en place un dispositif qu'on a appelé d'Erasmus rural au début. C'est-à-dire qu'on part du principe que l'ultra-ruralité, c'est-à-dire les territoires de 1500 habitants, sont aussi des territoires très dynamiques, très innovants, très joyeux et aussi très solidaires. Et que pour des jeunes qui ont envie de s'engager, ça peut être des terrains extraordinaires. Et donc, on a mis en place ce dispositif il y a maintenant bientôt 7 ans, où on permet à des jeunes en service civique de vivre une aventure extraordinaire par équipe de 2 pendant 6 mois, à hauteur de 24 heures par semaine chacun, dans des villages, au service des gens comme toi, des élus locaux comme moi, parce que je suis aussi maire d'un petit village dans le Gers. Donc c'est un dispositif très ascendant où on fait un travail de diagnostic territorial en amont pour dire quels sont les besoins.
Et puis, on propose à des jeunes de venir s'engager au service de ces acteurs-là pendant 6 mois. Et ça a une vertu extraordinaire. D'abord, dans nos villages, dans nos petits villages ruraux, tout le monde se connaît. Et ça ne veut pas dire que les relations sont toujours faciles, mais il y a une relation humaine qui est très très forte avec des gens d'une très grande diversité. Des gens qui sont nés là, qui sont restés là, des gens qui sont nés là, qui sont partis, qui sont revenus, des gens qui viennent s'y installer. Et dans un village, ça fait 1000 voyages. Et pour des jeunes, c'est être en contact de plein de gens extraordinaires. Et donc sur des projets autour du lien social, de l'environnement, de l'intergénérationnel, du patrimoine, du développement économique, eh bien, il y a plein de choses à faire. Mais à partir du moment où on permet à des jeunes, et c'est les maires ruraux qui peuvent faire ça, de dire, ben voilà, on a besoin de toi, tu peux mettre les mains dans le moteur et tu peux être acteur avec nous pendant 6 mois, ben ça raconte des histoires extraordinaires. Et au bout de 7 ans, ben on s'est rendu compte que ça crée de l'emploi aussi. Ça, on ne l'aurait pas dit au début. Mais là, en 7 ans, ça a créé 32 emplois directs. Taille moyenne des villages, c'est 400 habitants. Plus des dizaines d'autres emplois indirects dans les villages. Donc, ça veut dire que nos territoires ruraux, ils ont une vraie appétence. C'est-à-dire que les gens, ils ont envie de s'y installer. C'est des territoires qui, de façon un peu contre-intuitive, on l'a vu pendant le Covid, peuvent représenter une sorte de sécurité, même s'il y a du désert médical, même si c'est compliqué. Mais en tous les cas, on a envie d'être là parce qu'on sent ensemble, on est plus proche de la nature. C'est aussi un atout pour une grande partie de notre jeunesse. Donc on a des vrais atouts dans notre territoire. Et si on arrive à faire la place à des jeunes, ils restent, ils s'y installent. Mais pour ça, il faut se battre sur les questions de logement, sur les questions de mobilité. C'est un peu ce que nous, on a réussi à faire, parce que les jeunes sont hébergés gratuitement pendant 6 mois. C'était ce que j'allais vous demander. Ils sont hébergés et puis ça fait partie des conditions pour qu'ils viennent. Ça fait partie des conditions, absolument. Jean-Paul Carter, est-ce que goûter à la vie rurale, c'est permettre un coup de foudre à un moment donné? Est-ce que quand on goûte à cette vie-là, quand on n'y est pas né, est-ce que, par exemple, des actions comme celle-ci, ça peut peut-être faire naître... Ah oui, je connais une site et je connais des communes qui font venir des jeunes. On peut espérer. C'est le même pari qui est lancé par le gouvernement avec les docteurs juniors pour la 4e année de formation dans les communes rurales. On peut toujours espérer qu'un médecin se dise finalement c'est pas si mal que ça. Mais bon, moi je dis toujours il faut une école pour un territoire de vie. Il faut un service public de la petite enfance dans l'école parce que chez Emeline, c'est ça, Marilyn, il y a un collège. C'est pas la même chose parce que les paris sont faits que à la petite ville de demain, c'en est une sûrement. Il y a la crèche, ou la micro-crèche, il y a l'école, il y a le collège, puis la maison de retraite, quoi. On fait sa vie, là. Mais on parle des plus petits villages. 400, il a dit la moyenne. Je ne sais même pas si on atteint 400. Moi, je suis dans 350 habitants. Et je suis intervenu il n'y a pas longtemps sur un séminaire pour les médecins. Et le représentant des médecins, il a dit « Arrêtez de nous parler de déserts médicaux. Parlez-nous, nous, on ne veut pas aller dans les déserts. » Bien sûr. C'est pas pareil. Pas pareil, parce que le médecin ou le jeune qui s'installe, il ne faut pas qu'il aille acheter son pain à 10 km. Et du coup, il doit y avoir là une recherche d'un groupement de services. Il y a les France Services qui sont aujourd'hui une terrible chance pour les territoires ruraux. Ça, j'en témoigne, j'en ai une. Mais il faut y ajouter un minimum de commerce. Il faut y ajouter des services pour qu'on ne soit pas obligé toujours de prendre la voiture, quoi. Surtout les jeunes qui veulent avoir une vie de couple, avoir des enfants, il faut aussi que les enfants ils trouvent leur compte dans cette situation géographique. Même si on a les attraits de la ruralité, que ce soit l'eau, que ce soit les espaces, la terre, etc., il faut absolument qu'il y ait les services. Sinon, à terme, ça risque de poser problème, quoi. Alors on fait tout, les maires ruraux, pour avoir tout ça, on fait tout. Et moi, je suis un dingue de l'école. Il faut l'école qui définit un périmètre de vie pour X communes. J'accueille les enfants de 11 communes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'école déjà dans les villages alentours. Et c'est très rural, hein, on n'est pas à 2000 habitants. Je pense avoir dit comment on peut essayer d'en garder. Mais après, il faut qui viennent avec nous au service des gens. Ce qu'a fait... ce qu'elle a fait... Elle a accepté de passer le BAFA. Ça ne gagne pas grand-chose. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent gagner plus. C'est ça que je veux dire. Ça ne gagne pas grand-chose.
Elle a démontré qu'elle aimait les enfants. Elle les a encadrés dans son village parce qu'elle aime son village. J'ai gagné 300 € pour un mois de travail, je me rappelle. 100 €. Puis les 2 premières années, il faut payer le stage BAFA. Enfin, c'est la commune qui payait, si j'ai bien compris. Mais c'est... Bon, ils n'acceptent pas tous ça. C'est à eux aussi, pour mettre le pied dans le truc, c'est à eux d'accepter de passer par là. Et ça, c'est compliqué. Et quand on a 18 ans, 20 ans, qu'on commence à rencontrer les garçons quand il s'agit des filles ou le contraire, qu'il y a des sorties, qu'il y a autre chose à les faire, ben, c'est très difficile de dire venez garder les enfants chez nous, vous aurez 300 € ce mois-ci. C'est compliqué. C'est un état d'esprit qu'il faudra bien changer un jour. Bernard Simon, est-ce que, par exemple, l'agriculture peut être une bonne clé d'entrée, peut être une clé d'entrée intéressante pour l'engagement des jeunes dans les territoires ruraux? On voit, il y a de plus en plus d'engagement quand même. Ce sont des métiers qui peuvent attirer. Non, mais l'agriculture peut être un point de départ. Hein, c'est-à-dire que on a aussi, je veux dire, la MSA, on est un organisme de protection sociale professionnel autour de l'agriculture et du monde agricole. Donc l'agriculture, pour nous, c'est un réseau que l'on connaît ou c'est des missions que l'on connaît. Donc effectivement, si on peut associer à la fois le milieu professionnel qu'est l'agriculture, bien sûr présent dans les territoires ruraux, et les thématiques autour de la protection sociale et notamment l'alimentation, ça ne peut que valoriser les initiatives locales. C'est pour ça que au-delà de l'appel à projet jeunes est ouvert sur toute initiative à l'échelon local. Et on a un prix spécial agriculture et alimentation parce qu'on a aussi une mission autour des métiers de l'agriculture, autour de l'alimentation au sens de la santé, de la préservation de la santé. Donc on peut associer les deux. Mais effectivement, ça peut être un point de départ. Et l'agriculture en tant que métier, si on va plus loin, on a aussi créé un appel à projet jeunes auprès du réseau des maisons familiales rurales, où on associe effectivement la mise en valeur ou la mise en avant d'initiatives portées par les jeunes sur un métier qui a vocation potentiellement à être réalisé, exécuté dans un milieu rural et dans les communes rurales. Donc ce travail que l'on mène avec ces établissements agricoles, c'est aussi pour valoriser le métier, valoriser l'attractivité du métier et de ce qui fait le plaisir de réaliser son métier dans un environnement que l'on a choisi. Thibaut Rodonov, vous avez justement mis en place de nouveaux dispositifs pour qui peuvent s'adresser aux métiers agricoles, mais plus largement, pour qu'on gagne un petit peu plus que 300 € par mois. Enfin, 300, oui, par mois, c'est ça, plus que le BAFA en tout cas. Oui, non, bien sûr. En fait, au bout de 7 ans, on s'est dit que par le service civique, ça avait déjà une incidence très importante en termes de maintien des jeunes ou d'installation des jeunes dans les territoires ruraux. Et on a fait 2 constats. Le premier, c'était qu'il y avait besoin d'avoir des dispositifs d'insertion et de préinsertion professionnelle plus forts. Et 2, qu'il fallait apporter plus d'ingénierie au service des acteurs du territoire. Les maires, les chefs d'entreprise, les artisans localement, etc. Donc, on a créé un deuxième dispositif là qui se met en place doucement, qui s'appelle les stages ruraux. Donc, on permet à des jeunes de venir s'installer en stage. Les modalités sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on garantit un logement gratuit sur une période donnée et on facilite le lien. C'est-à-dire que ce qui manque dans nos territoires ruraux, c'est qu'on a des émetteurs extraordinaires un peu partout, qui ont des projets, qui ont des envies, qui font des choses fantastiques, mais qui, dans un bassin de vie, réduit. Donc pour recruter, c'est très difficile. Et puis on a des gens un peu partout, en France et ailleurs, qui aimeraient venir travailler chez Jean-Paul, dans son village, ou avec Martine, dans tel village en Corse, mais ils ne le savent pas. Donc nous, on permet de mettre ce lien. Donc la problématique du stage, elle est intéressante aussi, et on a ouvert un certain nombre de missions en stage, et les jeunes postulent sur ces missions-là. Et on est en train de travailler une 3e mission en lien avec France Travail, qui va s'appeler les contrats d'apprentissage ruraux et environnementaux, où autour du contrat d'apprentissage, on va permettre à des jeunes de s'impliquer, alors là avec de l'ingénierie encore plus importante, des attentes qui ne sont pas les mêmes, et on fait le pari, on l'a testé d'ailleurs un peu sur les questions agricoles, et on retravaillera sur cette question agricole, on l'avait fait en lien avec le nom m'échappe, avec les CUMA, la Fédération nationale des CUMA dans 2 départements. Et donc on voit bien que ça marche, et on va développer ça parce que une fois comme je l'ai dit tout à l'heure, si on permet à des gens de mettre les mains dans le moteur, de créer les conditions d'avoir un environnement, tu le disais tout à l'heure, un environnement favorable, avec des gens qui aiment les gens,
Alors, c'est modeste, c'est de l'artisanat, mais comme on est au combat, on est sur le front en ce moment. C'est efficace. Et donc, ce n'est pas en termes de politique publique aujourd'hui qu'on va attendre les solutions. Ça se saurait depuis longtemps. Donc, il faut qu'on fasse pied à pied, village après village, pour faire en sorte de permettre à des jeunes de venir. Et tu as raison sur la question des écoles. Mais dès qu'on a un vecteur qui permet de la mobilisation, de l'engagement. Moi, dans mon village, j'ai plus d'école. Ça fait plus de 10 ans que j'ai plus d'école. Mais on a une petite unité de vie qui est devenue la première petite unité de vie, un petit EHPAD, de France, labellisée EcoCert. C'est 13 emplois dans mon village, dont 5 qui sont salariés de mon village, de 200 habitants. J'ai créé une petite épicerie. C'est 42 000 € d'achat de denrées alimentaires sur l'année 2025, dans un rayon de 40 km. 70 000 € de denrées alimentaires avec mon EHPAD, pareil, dans un rayon de 40 km. Alors, c'est des petits pins, c'est des petits exemples. Mais c'est ça qui crée et c'est ça la force des maires ruraux. C'est qu'on est en capacité d'inventer, et quand on a des acteurs comme INSIT et d'autres qui sont en capacité de venir accompagner ces dynamiques-là, avec une force de détermination et d'optimisme qu'on nous connaît, on arrive à faire bouger 2-3 lignes. Marie-Line Eyermann, peut-être rappeler, parce qu'on parle, vous êtes tous modestes autour de la table de petites choses que vous faites, mais cet appel à projet, il a changé votre vie, il a marqué toute votre carrière professionnelle et votre engagement en fait. Oui. Donc c'est pas rien. Exactement, moi c'est vrai que je le disais, en fait je suis bénévole depuis cet appel à projet jeune, donc d'abord dans cette association et pour ce projet qu'on a monté suite au fait d'avoir été lauréat, et puis ensuite après au sein du coup j'ai été présidente de la Maison des Jeunes et de la Culture de mon village, et là aussi on parlait aussi du rôle des maires, on parlait de l'Aller Vert aussi, c'est vrai que le rôle des maires aussi il est décisif parce que c'est aussi à l'époque le maire qui m'a aussi accompagnée, qui m'a aussi, je disais finalement aussi donné sa place et qui m'a formée aussi parce que en fait c'est des choses nouvelles qu'on ne connaît pas et qu'on n'apprend pas finalement aussi à l'école, et donc cet engagement-là il s'est poursuivi après j'allais dire à plusieurs niveaux. Alors au niveau, j'en ai même fait mon job en fait de ces convictions aussi personnelles et de cette lutte un petit peu contre l'injustice et de redonner ces chances un peu à tout le monde. En fait aujourd'hui moi effectivement dans mon travail je dirige un programme qui s'appelle Act for Impact et dont le but en fait est d'accompagner les entrepreneurs engagés où qu'ils soient en fait sur les territoires et qui défendent des projets qui sont à la fois sociaux et environnementaux, qui sont en fait des projets d'intérêt général pour la plupart. On accompagne à la fois des entrepreneurs mais aussi des associations, et donc je reboucle aussi un peu la boucle avec moi mon parcours, j'allais dire de présidente d'association, un peu ce parcours d'entrepreneur, parce que quand j'ai créé mon association on goûte un peu aussi à l'entrepreneuriat, et donc ça me permet aussi de redonner un petit peu ce qui m'a été donné. En fait c'est ça qui est hyper important, c'est qu'il faut vraiment pouvoir redonner aux autres, parce que la chance qu'on a eue aussi un jour et cette main tendue de la MSA finalement sur cet appel à projet, vraiment elle a été complètement structurante de ma vocation en tant que bénévole et professionnelle. Et même aujourd'hui sur le plan bénévole, j'ai gravi un peu d'échelon et maintenant je suis même bénévole au niveau plus institutionnel, et je suis notamment membre du comité directeur de la Fédération française du sport automobile. Et là mon job, toujours dans ce sujet d'engagement et d'intérêt général, c'est que j'ai créé la fonction de référente RSE, et donc j'accompagne la transition en fait dans la fédération dans sa transition à la fois écologique et sociale en fait, et on fait de l'inclusion aussi un des piliers de la stratégie. Donc merci la MSA, parce que vraiment moi ça a été structurant sur la suite de mon engagement. Jean-Paul Carteret, on le voit, c'est fou comme quoi des petites choses peuvent faire des grands avenirs. Oui. J'ai une question, on sent que votre responsabilité, mais est-ce que il n'y a pas que le maire qui peut être responsable de ça. Il y a peut-être tous les acteurs locaux qui peuvent aider. Elle a créé sa propre association. Il y a aussi des associations dans les villages. Pour moi, un village sans association, il va mourir. Parce que l'égoïsme prévaut. Et tandis que quand il y a des associations ou une association intercommunale, il ne peut pas y en avoir dans chaque village. Ce n'est pas possible. Et donc, moi, je pars de l'idée que quand il y a une école pour plusieurs villages, c'est là qu'il faut créer une association intercommunale, parce qu'on ne peut pas l'avoir tout seul dans notre village. Il n'y a plus assez de monde. On n'est pas à 2000 habitants. Puis on n'est pas bénévole. Les jeunes, félicitations pour le bénévolat, parce que c'est pas gagné pour tout le monde, là. D'accord. Et l'école, c'est le levier. C'est le levier de l'association intercommunale, c'est le levier de l'aménagement du territoire, la proximité.
c'est le levier pour le développement social. C'est l'association, on accueille les nouveaux habitants, ils y viennent. On fait du lien social. Plein de gens qui deviennent amis. Moi, j'ai une assoce, j'en suis président depuis 40 ans. Et je peux vous dire que ça m'a aidé énormément en intégrant des jeunes, en leur disant tu veux bien t'occuper de ci, tu veux bien t'occuper de ça. Jusque-là, ils se limitent à je veux bien donner un coup de main. La difficulté, c'est de dire qui est-ce qui veut devenir responsable. Et quand j'entendais parler de la MSA tout à l'heure, alors merci parce que je me suis arrêté au stand. Pas de la MSA, des MFR et des lycées agricoles, puisqu'il y en a chez toi. Moi, je dis qu'il ne faudrait pas que chacun fasse dans son couloir. Il faudra bien un jour, autour du maire ou autour des maires, qu'il y ait des liens, des passerelles qui se mettent en place pour travailler ensemble. Et pas que chacun fasse son truc. Et la première à qui je dis ça, c'est l'Éducation nationale. Même au ministre que j'ai croisé il n'y a pas longtemps, j'ai dit mais arrêtez de faire vos trucs tout seul là, dans l'école. Là, vous discutez pas avec ceux qui sont autour de vous. Il faut absolument travailler avec le périscolaire pour entraîner des jeunes parents. Parce que souvent les parents dans les kermesses d'école, ils viennent donner des coups de main et c'est là qu'on repère ceux qui sont en capacité d'aller plus loin. Puisque vous disiez vous faites comment? Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai organisé des kermesses, machin, il y en a qui donnaient des coups de main. Ils nous aidaient même pas à ranger. J'ai dit ceux-là, c'est pas la peine d'aller les rechercher. Mais en revanche, ceux qui donnent un coup de main, ceux qui téléphonent le lendemain s'il faut ranger, ceux-là, il faut les identifier, il faut les entraîner. Ce sont de jeunes parents, forcément, puisqu'ils ont des enfants de moins de 10 ans, ils ont 30 ans maxi. Donc c'est le bon moment de choper au passage ceux qui sont capables de s'engager au conseil municipal ou dans les associations locales. Voilà, je crois que voilà la priorité à donner dans l'avenir. Thibaut Renaudin, est-ce qu'il faut bousculer un peu les territoires ruraux? Est-ce qu'il faut, comme disait M. Carteret, essayer de rassembler ce que vous faites? D'ailleurs, vous mettez en lien. Ils n'ont pas besoin d'être bousculés, les territoires ruraux. On n'a pas besoin de les bousculer, ils sont bousculés tous les jours. Oui, il faut créer du commun. On n'écoute pas assez, en termes de politique publique, nos territoires ruraux. On sait la coopération. On sait faire vivre une démocratie apaisée. Là, déjà, sur ces deux éléments, si jamais on nous écoutait un peu nationalement, on serait quand même sacrément moins couillons. On sait faire ensemble. La vie politique dans un territoire rural, elle n'a rien à voir avec la vie politique nationale que l'on entend. Nos opposants politiques, on fait les courses avec eux, on les voit, on fait la fête avec eux. Enfin, alors, ça ne fait pas toujours plaisir, mais le niveau sonore, il est moins important. Et puis, on sait vivre ensemble. On sait s'accepter. Donc, je dirais que on n'a pas besoin de bousculer les territoires ruraux, ce serait aux territoires ruraux de bousculer le reste de la société. Un sondage qu'on a fait faire il y a 8 mois, 80% des Français disent on devrait s'inspirer de ce qu'on fait dans les territoires pour pouvoir faire évoluer la France positivement. Faisons-le. Donc c'est à nous de faire bouger le reste du territoire. Il y a eu les gilets jaunes pour ça. Hein. Oui. Il y a eu les gilets jaunes. Marie-Lise. Les territoires ruraux. Marie-Lise Yerman, pour conclure, vous le dites, il y a énormément d'énergie dans les territoires ruraux. Comment on fait? J'imagine que vous avez des idées parce que vous aidez certaines entreprises à créer de l'emploi. Et puis il y a une question aussi, on n'en l'a pas abordée, malheureusement on n'a pas eu le temps, mais peut-être en dire un mot sur comment on libère du temps pour les femmes, comment on arrive aussi, les jeunes filles, comme vous étiez à l'époque, vous aviez 13 ans, comment elles ont aussi un avenir dans les territoires ruraux? Il y a quelque chose de très important aussi, c'est d'arrêter aussi ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices en se disant c'est pas possible pour moi, je suis pas née au bon endroit, je suis pas née dans la bonne famille, j'ai pas les codes, j'y arriverai pas. En fait, on se met déjà ses propres freins soi-même. Et on en parlait aussi tout à l'heure en préparant aussi cet échange. En fait, ça c'est hyper important d'arrêter de se mettre des freins et de se dire que non, en fait, que oui, c'est possible et qu'on peut y arriver. Et pour ça, il faut des rôles modèles. Donc ça, c'est une des clés aussi, c'est de montrer en fait. Et c'est aussi voilà pour ça aussi que je souhaite aussi témoigner aujourd'hui, c'est que moi cet appel à projet, moi je viens vraiment de cette ruralité, etc. Et que j'ai rencontré des gens, des maires, j'ai eu cet appel à projet de la MSA et qu'en fait ce champ de rencontre aussi, et puis en me disant que peut-être oui c'est possible, peut-être qu'aussi on peut prendre sa place et que même quand on a des convictions aussi on peut aussi en faire, on fait en faire son job. Donc c'est ce sujet aussi de rôle modèle et de montrer qu'il y a une autre ruralité aussi qui est possible.
possible, une ruralité heureuse, joyeuse, et qu'en fait on peut peut-être aussi la vivre autrement. Par exemple, moi aujourd'hui je ne vis malheureusement plus dans ma commune, aujourd'hui en tout cas, mais ma maman s'engage justement sur les listes électorales là, pour les prochaines élections, et moi je lui disais, moi j'ai très envie en fait de l'aider, et notamment sur un autre sujet, un des deuxièmes leviers qui est important, c'est aussi le sujet, je pense, de l'entrepreneuriat en milieu rural, parce qu'en fait créer son propre job permet finalement aussi de rester dans les territoires, de faire vivre le territoire. On parlait d'apport aussi économique, aussi d'entreprises locales, et ça je pense que c'est un levier qui est aujourd'hui sous-exploité. Moi par exemple, je n'avais jamais entendu parler du terme start-up ou de créer son entreprise. Je pense que si j'avais entendu parler de ça un peu plus tôt, peut-être que j'aurais créé une entreprise, peut-être que je serais même restée finalement à Château-Salins, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est vraiment important aussi de se dire que, voilà, de donner ces codes, les rôles modèles, témoigner, et puis aussi je parlais d'entrepreneuriat. Voilà, on peut entreprendre en milieu rural aussi. Ça, en tout cas, c'est quelque chose qui est important et qui aujourd'hui aussi structure ma démarche d'accompagnement des entrepreneurs. Bernard Simon, le mot de la fin. Les bénéfices de l'engagement, on le voit autour de cette table, donner des coups de main, tendre la main, c'est important. Je pense que c'est la base et par rapport au témoignage que l'on a eu, je retiens, il y a deux leviers en fait de l'engagement. Le premier levier en fait c'est rompre l'isolement social, c'est-à-dire que le jeune qui s'engage dans une commune rurale, il se dit je suis pas tout seul, je suis avec d'autres, je suis sur un projet, ensemble on mène quelque chose, donc c'est valorisant. Il y a ce côté-là. Et puis il y a le deuxième volet, ça a été un peu évoqué, c'est sur se dire je suis capable de faire, et c'est révélateur en fait, révélateur de la capacité à réaliser, y compris en fonction, malgré les contraintes, malgré les freins, de se dire finalement on peut faire sur nos territoires, je peux rester, je peux éventuellement créer mon propre job. Donc c'est ces deux volets-là, social et révélateur d'une capacité à entreprendre. Ouais. En tout cas, un grand merci à vous pour cet échange. Merci pour ces beaux exemples et pour tout ce que vous faites. Et bravo à cette jeune génération, la génération Z, qui va se bouger. Vous verrez. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Rendez-vous beaucoup. demain sur MSA TV, 9h30. Il sera question de dermatose et de crise en conversation, une émission en partenariat avec Newstank Agro. À demain. Rendez-vous donc demain. Merci infiniment.